Avertissement. Cette émission est le résultat de l'enregistrement d'une discussion semi-préparée n'ayant fait l'objet d'aucun montage et de très peu de coupures. Les opinions et commentaires émis par nos invités leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. Nous préférons vous en avertir. Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Cette semaine, Martin rencontre une personne importante lors de sa visite touristique à Paris, Jean-Charles Delobel. Le projet Connaissez-vous sert à vous présenter des gens qui sont inspirants et en principe avec un problème de vision. Et parfois on élargit, mais aujourd'hui, c'est une émission très spéciale. Nous sommes sur Paris et j'aimerais aussi vous référer à l'émission du 26 octobre dernier où nous avons reçu Johan Millaret, une émission qui a été très appréciée. Et c'est aussi grâce à lui que je suis en contact avec mon invité d'aujourd'hui, qui est Jean-Charles Delobel. C'est moi. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Martin. Oui, Bonjour. C'est bien que tu dises c'est moi. On va commencer. Je vais te laisser le plus vite comme ça la parole. Et évidemment, je veux pas faire différemment vu qu'on est à Paris. On aimerait ça te connaître. Est-ce que tout d'abord, tu es à l'aise de nous dire environ vers quelle année tu es né? Je suis tout à fait à l'aise pour le dire. Je suis né en 1987. Oh là là, je pense d'accord. que nous devons avoir à peu près le même âge. Toi et Johan? Non, toi. Moi et toi? Oui. C'est gentil, mais je suis plus vieux que ça. Ah, t'es plus vieux que ça, d'accord. Oh oui, moi je suis né en 75. Ah, t'es né en 75, d'accord. Oui. Et tu prépares un peu tes points retraite, là. Alors, 1987. Eh oui. À quel endroit? À Saint-Martin-les-Boulognes, précisément, c'est une petite commune à côté de Boulogne-sur-Mer. Et Boulogne-sur-Mer, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ça se situe dans le Pas-de-Calais. Et Pas-de-Calais, ça se situe Alors où? le Pas-de-Calais, oui, c'est vrai, parce que oui, vous êtes effectivement dans du Canada, c'est peut-être un petit peu. Alors c'est le nord de la France. D'accord. Oui. Et là, Le Grand Nord. Oui, d'accord. Et là, tu as vécu là longtemps? Oh non, parce que non, en fait j'ai dû y vivre à peu près une petite année, parce qu'après mes parents ont déménagé sur l'île, donc on est tous partis sur l'île. Et Voilà. là, tu dis tes parents, est-ce que vous étiez une grosse famille? Est-ce que tu as frère et sœur? Nous sommes deux. Ah, d'accord. Oui. Donc un frère, une sœur? Un frère, Plus âgé? plus jeune. Plus jeune, d'accord. Et bon, le problème de vision, lui, il découle de quoi et de quand? Alors, il découle de quoi et de quand? Très bonne question. Déjà, il découle du début de 1987, du 23 mars 1987. Comme ça, au moins, ça au moins le mérite d'être précis. C'est la date exacte de la naissance? Voilà, c'est D'accord. exactement ma date de naissance. Oui, effectivement. Je ne peux pas me souvenir de quelque chose qui ait pu m'arriver à l'âge de 2 mois. Même si on me dit que j'ai une bonne mémoire. Ouais, puis là, c'est très rare ceux qui peuvent prétendre ça, on s'entend. Donc, ça découle de la naissance. Et alors, de quoi on n'a jamais vraiment su. Il paraîtrait que Tchernobyl n'est pas, en 1986, je le rappelle, n'est pas passé la frontière française, mais il paraîtrait aussi que si. Est-ce que ça viendrait de là? C'est pas faute de s'être renseigné auprès de médecins, auprès de spécialistes, etc. On n'a jamais vraiment eu la confirmation de ça, finalement. OK, mais ça pourrait quand même avoir un lien. Peut-être. Ok. Je ne l'affirme pas, je ne l'affirme pas de 100%. Mais sinon, ça veut dire qu'ils peuvent pas le préciser de source sûre. Là. En tout cas, pas pour l'instant. Et là, ça l'a donné quoi? Ça l'a donné une cécité totale ou Ça m'a donné une cécité, alors oui, totale, enfin, c'est-à-dire que j'ai été opéré 2 fois, je crois. La deuxième fois, ça m'a donné un tout petit peu de vision à l'œil gauche, mais de toute façon, ça changeait pas parce que j'utilisais de toute façon la canne quoi qu'il arrive. Parce que ce petit reste visuel que j'avais, je sais pas si ça devait être moins d'un 20e. Avec le temps, j'ai fini par le perdre un petit peu. Ou alors,
du moins l'utiliser. Si je pense que j'en ai quand même perdu un petit peu. D'accord. Parce que je ne sais plus, par exemple, si une lumière est allumée, je ne sais pas exactement où elle est et du coup l'éteindre. Et je ne vais pas forcément voir que la lumière est allumée. Si c'était pour répondre à ta question. Donc, les gens, des fois, qui demandent là, qu'on ferme les lumières quand ils viennent à la maison, c'est important. Là, cela dit, alors oui, mais cela dit, maintenant, il y a une application sur l'iPhone, je pense que tu l'utilises aussi, une application qui s'appelle Light Detector. Donc ça, quand t'es quelque part, ça coûte vraiment 3 fois rien. Ça coûte 2,25 € si je me souviens bien. Et c'est une application qui te permet effectivement, si dans un endroit, vérifier que la lumière est éteinte, notamment quand t'es dans des endroits que tu connais pas, c'est très pratique. D'accord. C'est très technologique, hein, quand même. Ben, plutôt, oui. Oui. On y reviendra parce que la technologie, bon, oui. c'est sûr que c'est plus ça va, plus c'est présent dans les vies. Mais revenons un peu à l'enfance. Tu me parlais d'un déménagement. Est-ce que le déménagement est en lien avec ton handicap ou bah pas? Non, c'est ce que j'étais en train de t'expliquer. C'est-à-dire que je suis né comme ça. Je suis né avec. Oui. Mais est-ce que c'était comment parce que bon, j'imagine quand on est enfant, il y a un moment où on se rend compte qu'on est différent des autres enfants. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu? C'est quelque chose, j'ai dû forcément le vivre et la mémoire se réserve parfois aussi le droit d'être un petit peu sélective. Hein, donc j'ai eu la chance d'avoir une famille qui m'a poussé le plus possible à être autonome. Ça, je voulais le dire aussi. Après, oui, forcément, il y a dû y avoir un moment où j'ai dû m'en rendre compte. Là, ça date quand même. Et voilà, il y a des choses dont je ne me souviens pas. C'est pas qu'il y a des choses que je ne dévoilerai pas. C'est pas du tout le problème. C'est vraiment sincèrement que je ne m'en souviens pas. OK. Et le souvenir que tu aurais, est-ce que ce serait à l'école ou... Le souvenir que j'aurais, je sais que j'ai fait, avant de rentrer dans une école spécialisée, j'ai fait 2 années dans une école maternelle. Je pense que d'après ce qu'on a pu me dire, parce que il y a dû y avoir des hauts et des bas, hein, forcément, comme tout le monde. Après, effectivement, si on a décidé de m'inscrire dans cette école-là, c'était mieux pour moi, pour l'apprentissage pour l'apprentissage du braille et tutti quanti. La maternelle, j'imagine que c'est un peu comme nous au Québec. C'est quoi, à 5 ans? C'est 3 ans, la maternelle. 3 ans? Oui. Ah, c'est tôt. Tu remontes à loin, là. Ah là. D'accord. Ouais. et là, après la maternelle, c'est combien? C'est 1 an, la maternelle? La maternelle, c'est 3 ans en France. 3 ans? Mais, oui. OK, mais pendant 3 ans de temps? Ah oui, pendant 3 années. À partir de l'âge à partir de l'âge de 3 ans, ça dure 3 ans. Ah, d'accord. OK. Oui, je voulais juste être sûr de pas être, d'accord. Parce qu'au Canada, ça se passe comment chez vous? C'est 1 an. Ah, c'est 1 an. À partir de 5 ans. Ah oui, d'accord. Et là, si on est né, admettons, dépassé le 30 septembre, mais là, on commence presque à 6 ans. D'accord. On perd comme une année de... D'accord. Voilà. Et ça a été mon cas, d'ailleurs. D'accord. OK. Donc, maternelle. Ensuite, école spécialisée, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai fini la maternelle dans une école spécialisée où je resterai là à peu près jusqu'en 5e. Et là, tu parlais de l'apprentissage du braille. Donc, ils ont commencé tout de suite l'apprentissage du braille. Oui, j'ai dû commencer. À la maternelle? Je l'ai commencé... J'avais quoi? Oui, 6-7 ans, je pense, quand j'ai dû commencer à apprendre le braille. Ouais, 6 ans. Comme en France, quand tu arrives au CP, tu apprends à lire à peu près cet âge-là. Moi, je pense que j'ai dû commencer à apprendre le braille à peu près à ce moment-là, ouais. Donc, en même temps que les autres ont appris. Ouais, je pense. Aussi, oui, c'est ça. Peut-être le braille, effectivement, qui est un petit peu complexe, hein, ça tu connais. Donc forcément, peut-être que j'ai dû mettre un petit peu plus de temps, je crois. Quoique finalement, je crois que je m'y suis mis vite, finalement, quand j'y pense. D'accord. Et est-ce que, suite à ça, est-ce que l'école adaptée, c'était intéressant pour toi? Est-ce que... Ça m'a appris, ça m'a appris, hein, je sais pas comment, là, tu me reparles de choses qui datent d'il y a tellement longtemps. On se replonge, hein, dans les on se replonge un peu, ouais. Oui, de toute façon, il faut toujours en tirer le plus de positif possible.
Et socialement, est-ce que c'était les amis, les activités, c'était bien? Est-ce que tu étais du genre à te faire des amis facilement? Oh, peut-être moins moins que maintenant. J'étais peut-être parfois, je sais pas comment expliquer ça. J'étais déjà, il a fallu, j'ai mis, je pense avoir mis quand même du temps enfin, je sais pas comment t'expliquer ça en fait. C'est très complexe c'est très complexe finalement à expliquer. C'est vrai que quand c'est très enrichissant d'être avec des personnes de milieux différents. Maintenant, moi j'avais quand même la chance de pouvoir partir en vacances, de pouvoir faire des activités, ce que d'autres ce que quand même quelques autres qui étaient à l'école avec moi n'avaient pas forcément la chance de faire. Et ça, je pense que ça a été moi je comprenais pas, j'arrivais pas à comprendre que je me disais comme ça hein, je résume un peu grossièrement. Pourquoi est-ce qu'ils font pas pourquoi est-ce qu'ils peuvent pas forcément faire toutes ces activités alors que nous on a la chance de pouvoir les faire. Ça je pense que ça m'a peut-être perturbé un peu avec tu voyais une différence un peu entre toi et les autres? Pas les autres parce que et peut-être et quelques autres effectivement, oui, c'est ça, c'est-à-dire que oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est ça, il y avait moi j'avais encore une fois la chance de pouvoir pratiquer effectivement certaines activités et du coup, c'est vrai que forcément quand t'es gamin t'aimes bien échanger un petit peu sur ce que tu fais, etc. C'est vrai que là il y a peut-être un moment où j'avais du mal à comprendre pourquoi ça. Oui. Voilà. Pourquoi toute cette Et vous étiez beaucoup d'élèves, des grosses classes? On n'était pas des grosses classes en fait, on était des classes de je sais pas 5 ou 6. Oh là là, OK, vraiment pas beaucoup. 6 ou 7, oui, pas 5 à 6 ou 7 comme dans les sardines de Patrick Sébastien hein, c'est ça, on était 6 ou 7. C'était pas terrible, d'accord. Et là, voilà en gros. Oui. Et là, tu me disais, je sais pas pourquoi j'ai tendance à vouloir dire vous, là, T'as le droit de me tutoyer, hein. je veux pas m'embarquer là. T'es plus vieux que moi. Oui, je veux pas m'embarquer dans le vouvoiement, Nous, les non-voyants, on vous voit pas, en plus. Non? Bon, d'accord. On ne voit pas. Ah, quelle belle blague. Merci. J'ai pas compris tout de suite, ça m'a pris comme ça une fraction de seconde, on me l'avait jamais fait. Une petite fraction de seconde, on te l'avait jamais fait. Tu te souviendras, il y en a un qui te l'a fait, c'est moi. Voilà. C'est bien gravé. Voilà. Tu me disais jusqu'en 5e l'école adaptée. Exactement. Alors en fait, j'étais dans une autre école après, ça a été à Paris. Et là, en fait, c'est vraiment, j'étais prêt, si tu veux. L'internat, c'est quelque chose où justement on avait pu préparer. Comme l'école à Lille, elle était près de chez moi, la question se posait pas. Et quand il a été question que j'aille à Paris, là, on a vraiment, on m'a pas, comme j'en connais un certain nombre d'autres, à qui on a plus ou moins l'internat a été imposé à l'âge de 5 ou 6 ans. Ce qui est quand même très tôt. Jeune. Ce qui est très jeune, effectivement. Moi, j'ai la chance de ne pas avoir eu à vivre ça. Donc j'ai commencé l'internat à partir de 14 ans. Donc là j'étais vraiment j'y étais vraiment prêt. Ça a pas été un aussi gros choc là. Non, ça a pas été un gros choc parce que finalement je partais quand même pas mal sans mes parents en colonie de vacances ou alors chez la famille. Donc si tu veux ou chez des amis. Donc si tu veux, ça m'a pas bien sûr, il y a des moments où ça a peut-être pu me peser, mais si tu veux, vraiment les débuts de l'internat n'ont vraiment pas été un choc pour moi. OK.
D'accord. Et là, à l'internat, ça se passait comment? C'était les cours... On avait les cours la journée, puis après, le soir, c'était... on avait l'étude, déjà, hein, jusqu'à... Les cours commençaient le matin, on avait l'étude le soir. Que je me souvienne, ça durait à peu près une heure et demie, oui, entre 17h30 et 19h. Après, on allait manger. On avait les heures de repas, et puis après, on avait une heure selon la classe dans laquelle tu étais, où il fallait monter au dortoir. Je sais plus, je crois que c'était 9h30 pour ceux qui étaient en troisième, 9h15 pour ceux qui étaient en quatrième. Bon, ça c'est du détail, mais en tout cas voilà, c'était vraiment, et 22h pour dès que t'étais au second cycle, donc que tu passais la seconde. Mais voilà un petit peu en gros. Ça donnait pas beaucoup de place pour des temps libres. Alors ça donnait, c'est-à-dire qu'il y avait quand même des activités sportives qui étaient proposées, donc il pouvait y avoir des aménagements. Je me souviens moi en l'occurrence que je faisais de l'escalade tous les lundis soirs. Ah, de l'escalade. De l'escalade, ouais. D'accord. Et c'était compliqué, ça, de l'escalade? Non, j'en avais déjà fait un petit peu à Lille, et moi, je trouvais ça sympa, l'escalade, je sais pas si toi, t'as déjà eu l'occasion d'en faire, mais il suffit de toucher le mur pour voir où sont les prises. Alors, il y a des murs qui sont peut-être un petit peu plus compliqués que d'autres, mais moi, j'en garde de très bons souvenirs. D'accord. Et bon, là, la fin de semaine, c'était le retour dans ce temps-là chez les parents? C'est ça, oui, c'était le retour à Lille tous les vendredis. Pardon. C'était le retour tous les vendredis, et puis ça a été parfois un peu dur de partir le dimanche soir, même si c'était à 20h. C'est vrai qu'effectivement, fallait être là lundi matin à 8h pour le premier cours, donc du coup... La coupure là qui se faisait chaque dimanche. Ça allait, oui. Forcément, il y a des fois où ça a pu Au début, ça m'a fait drôle, je pense, de partir le dimanche soir. Au début, ça m'a peut-être fait drôle, mais en fait, ça a été finalement. Ok. Ouais. Et on parlait de l'apprentissage du braille. Ouais. Est-ce que le braille, tu l'as utilisé tout le long de tes études? De ma scolarité, oui. Parce que de toute façon, dans les années 90, il y avait pas autant de. Je pense que t'es bien placé pour le savoir aussi. Il y avait pas autant de support informatique. De support informatique, c'est ça, de support informatisé. Je sais pas. Faudrait d'ailleurs que je me renseigne un peu comment les élèves apprennent, quelle est l'approche maintenant d'apprentissage, puisque vraiment les temps ont changé depuis toutes ces années. Donc je me demande, il faudrait qu'à l'occasion que j'interroge un peu à droite à gauche comment se fait un petit peu l'apprentissage aujourd'hui. C'est vrai que ça m'intéresserait de savoir. Mais pour toi, ça a été plus le braille. Puis là, quand on parle du braille, donc c'est le braille papier. Là, c'est des braille papier, des documents. Ouais, j'ai une machine Perkins qui est derrière toi, que ça fait une dizaine d'années que j'ai pas remis la main dessus, mais que je préfère quand même conserver. Mais j'ai toujours la fameuse machine Perkins, qui est rangée dans le carton qui se trouve derrière toi. D'accord. C'est quand même un hasard que je sois aussi près de cette machine. Aussi près de cette machine, effectivement. Oui. C'était pas prévu. Ouais. Et bon. Et là, comment ça se passait? Premièrement, est-ce que tu aimais ça, l'école? Est-ce que tu aimais ça, l'étude? L'école, tu parles quand j'étais plutôt au collège, lycée, ou en primaire, ou au collège? Qu'est-ce que tu... En général, est-ce qu'il y a eu un moment où ça a changé? Alors, ce qui est drôle, c'est que j'ai toujours été, j'ai toujours pu passer les gamines. Si j'ai redoublé une fois quand j'étais gamin, mais il y a une classe que j'ai redoublée, mais sinon j'ai jamais, surtout quand j'étais à Paris, bon, j'avais les notes qu'il fallait pour pouvoir passer. J'avais d'ailleurs un directeur, pour la petite anecdote, j'avais un directeur des enseignements qui avait pris sa retraite et qui m'avait dit: je sais que ton bac, tu l'auras peut-être un petit peu juste, mais tu l'auras. Je l'ai croisé quelques années après et je lui ai dit: monsieur, vous aviez raison, parce qu'effectivement, j'ai eu mon bac avec 10. Ouais, il avait effectivement... Et le 10, c'est quoi exactement, 10? 10 sur 20, pardon. Avec 10 sur 20. Avec 10 sur 20, donc qui est la moyenne pour avoir l'examen. Et j'ai eu 10 tout pile, donc je pense que j'ai dû être pêché au niveau des commissions, mais en tout cas, effectivement, j'ai toujours été un peu juste, mais finalement, je crois que je m'en suis sorti. Mais
Pour quelle raison? Est-ce que c'est parce que les études, c'était aussi un peu au minimum, tu sais, dans le Je sens... bossais comme... il y a des moments où il fallait bosser un peu plus, donc j'essayais de m'y mettre un peu plus. Maintenant, bon... Pas toujours de façon constante? Ça dépendait des matières, hein. On a tous des points forts et des points faibles. Oui, parlons-en. C'était quoi le point fort, le point faible? Mes points forts, c'était surtout les matières littéraires, français, l'anglais, espagnol aussi. Mes points faibles, c'était surtout les matières scientifiques, les maths. Je détestais ça, j'aimais pas ça du tout. Et voilà, j'avais un arrière-grand-père qui était professeur de mathématiques. Ah, pour vrai? Et oui. Alors, j'ai eu 6 sur 20, donc, en maths au bac. Je me suis dit, le pauvre, s'il avait vu ça. Et, tu n'avais pas comme eu cette... ça t'avait pas été transmis. Non, ça m'a pas été transmis, non. Non. D'accord. Mm. Et là, bon, là, moi, je sais plus, là, après le bac, qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'il faut décider un peu ce qui va se... C'est ça. C'est-à-dire que ce qui s'est passé après le bac, là, c'est quand même beaucoup plus frais dans ma mémoire que les questions que tu m'as posées concernant les années 90, auxquelles je t'avoue que je m'attendais pas forcément. Après le bac. Mais c'est pas grave, hein, la majorité non. des gens, et puis j'interroge des gens qui ont 60, 70 ans, ils s'en souviennent encore moins de leur enfance. Ah bah oui, c'est sûr, ouais. Ah oui, d'accord, tu as déjà interrogé des gens de cet âge-là. 80 le maximum. Ah oui, attention, t'es pas loin, toi. Hein? Je pense que les micros vont se fermer, là. Ah non, ça tu ne coupes pas ça au montage quand même. Non, tu peux pas faire ça. Non, on fera pas ça. Bon. Alors, mais revenons au mouton, hein. Ouais. Parce que bon, c'est ça. Là où il faut commencer à penser à ce qu'on va faire, ce qui nous intéresse. C'est pas évident. Alors là, c'est pas évident du tout. J'étais sur des salons d'étudiants. Finalement, je me suis trouvé à faire une première année d'informatique. Développement informatique, c'est pas ce qui m'a botté le plus. Et finalement, ça s'est pas révélé concluant pour la formation développeur d'applications. J'ai pris une année un peu sabbatique où j'ai donné notamment des cours de bureautique dans une association. Et j'ai fait donc cette année-là un bilan de compétences. Et après, j'ai intégré, j'ai eu le temps donc de chercher une école, une entreprise, et j'ai pu intégrer un BTS en alternance. Et cette fois-ci, ça a été en milieu ordinaire, je le précise. D'accord. Mais là, on parle d'informatique, mais puis tantôt, on parlait que pendant les études, c'était pas encore vraiment... Mais il y en avait moins, tout ça. C'est arrivé quand pour toi, l'informatique? L'informatique est arrivée déjà quand j'étais à Lille, j'étais en classe de CM et en classe de 6e, je commençais à faire ce qu'on appelle de la dactylo. Je pense que tu sais ce que c'est. Oui. Voilà, donc là j'ai commencé à faire de la dactylo. Après, on avait des cours. Quand j'étais à Paris, après ça a été, on avait une heure de cours d'informatique par semaine, notamment pour apprendre à utiliser des logiciels de traitement de texte. Des bases sur les tableurs comme Excel par exemple. Et qu'est-ce qu'on avait appris d'autre? Les mails aussi, c'est vrai. Et après on avait en fait dans tout mon lycée, donc seconde, première, terminale, j'ai eu. Et à partir de la 3e, en fait, ils te prêtaient un PC portable pendant toute l'année. Ok. Donc là, effectivement, c'est vraiment à partir de là qu'on peut dire que ça a commencé vraiment. Il y a eu comme une étincelle un peu, là. Un intérêt. Oui. D'accord. Et là, tu me parlais de ton premier, comment tu as appelé ça, là, que tu as fait au régulier,
Là, je le cherche, je le retrouverai pas, là. Tu disais que tu avais pris une année sabbatique ensuite. Oui, parce que effectivement, j'avais pas forcément préparé l'après année d'informatique. Au départ, je pensais que j'allais peut-être quand même pouvoir continuer. Effectivement, ça s'était pas révélé concluant. Donc, j'ai pris effectivement cette année sabbatique pour, encore une fois, comme je te disais, donner des cours de bureautique dans une association et pour aussi et surtout faire un bilan de compétences. À partir de là, j'ai pu trouver ce qu'on appelle un centre de formation pour apprentis. Hein. En France, on appelle ça un CFA, pour pouvoir justement poursuivre ses études et les faire en alternance. Donc j'avais trouvé une entreprise aussi qui était à Aéroport de Paris. Hein. On peut la nommer, je pense. Ah oui, d'accord. Ouais. Je voyais des avions passer sous mes fenêtres. C'est vrai. Non, c'est vrai qu'on les entendait. Oui, mais c'est parce que c'est dur à mentir. C'est vrai qu'au début, quand tu vois des gens, quand tous les matins tu te trinques-balles dans l'aéroport pour aller d'un endroit à l'autre et que tu vois une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de personnes qui arrivent avec des valises qui font plus de bruit les unes que les autres. Ah, c'est sûr qu'au début, ça fait drôle. Mais c'est vrai que finalement, ça a été une très belle expérience et j'ai vraiment rencontré des gens formidables. D'accord. Oui. Et ça consistait en quoi exactement? Alors là, le BTS en France, donc c'était un BTS assistant gestion PME PMI, petites et moyennes entreprises, petite et moyenne industrie. Et bon, là, j'étais effectivement dans une grande entreprise, mais j'étais dans un service où on s'occupait notamment des riverains des aéroports, donc qui subissent des nuisances sonores, hein, ce que ça peut engendrer. Et nous, on avait une action pour les riverains qui étaient demandeurs d'emploi. D'accord. Et ça a duré combien de temps? Ça a duré 2 ans, ça. 2 ans? Ouais. D'accord. Après, il s'est passé quoi? Après, il s'est passé what's happened? Point d'interrogation. Parce que j'imagine quand le projet se termine. Bon. Quand le projet se termine et que t'as ton diplôme, là, par contre, il faut préparer l'après. Donc là, effectivement, j'ai quand même pu l'anticiper. J'ai continué sur une licence en ressources humaines, que j'ai fait en alternance aussi, alors pas chez Aéroport de Paris cette fois-ci, dans une entreprise qui s'appelle Radio France. Si en France on t'a déjà fait écouter France Info, oui. Ce que j'écoute tous les matins, je raconte un petit peu ma vie, hein. France Info par exemple fait partie de Radio France. D'accord. Voilà. Et là tu faisais quoi? Donc là c'était une licence en ressources humaines. Donc là j'étais notamment rattaché à la mission handicap de Radio France. OK, parce que eux, il y avait une politique. Voilà, il y a toujours une politique, effectivement, par rapport à l'insertion des personnes avec une RQTH en France, qu'on appelle une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, je le précise. Et est-ce que comment ça se passe? On peut en parler. Je m'attendais pas nécessairement à en parler. Raconte à tonton, vas-y. Est-ce que les handicapés visuels sont bien est-ce qu'ils sont bien intégrés au milieu du travail? Est-ce que après, alors là, j'ai envie de te dire, c'est du donnant-donnant. C'est-à-dire que toi, c'est à toi de faire il doit y avoir un effort entre guillemets de part et d'autre. Alors, moi, je vais surtout commencer par l'aménagement de poste. En fait, les aménagements de poste de personnes déficientes visuelles sont assez souvent méconnus. Donc là, c'est vrai que ça demande effectivement beaucoup d'explications et beaucoup de pédagogie. Mais tu dis souvent méconnu, mais est-ce que souvent c'est réalisable de faire des adaptations de postes qui sont intéressantes? Et je pose la question parce qu'au Québec, on a souvent des employeurs qui sont intéressés à engager des personnes non-voyantes, mais c'est au niveau justement de l'adaptation du poste que ça fonctionne pas ou que ça fonctionne pas bien. C'est souvent quelque chose qu'on se fait dire. Est-ce que après ça dépend. Je pense que là c'est vraiment les mentalités ont évolué.
On n'est pas encore à du 100%, hein, on n'est pas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut avoir des adaptations intéressantes. Il suffit que, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est quand t'es en entretien d'embauche, on n'a pas le droit de te demander quel est ton handicap. Je dis ça parce qu'il y a aussi des handicaps qui sont invisibles. Hein. Là, j'élargis un petit peu en dehors de la déficience visuelle. Maintenant, en ce qui concerne un handicap, s'il est visible, la seule question qu'on peut te poser, c'est de dire quelles sont les adaptations de poste dont tu as besoin. Ça signifie quoi? Ça veut dire que si la personne non-voyante applique sur un poste, elle va pas le dire? Et ah oui, vaut mieux le noter dans ta lettre de motivation. Si, ça c'est quand même mieux de le faire. OK, quand même. Mais moi je l'ai pas noté pour ma part, hein. Je l'ai pas noté sur mon curriculum vitae, mais sur ma lettre de motivation, je le note. Donc quand tu arrives à l'entrevue, ils le savent quand même. Là. Absolument, le recruteur est au courant. Et comme dirait l'autre, un homme averti en vaut deux. D'accord. Vous connaissez pas cette expression? Bien sûr, bien sûr. Bon. Donc, tu disais, c'est donnant-donnant, donc c'est aussi beaucoup à la... Et après, quand tu dois t'adapter, après, quand t'es intégré dans l'entreprise, effectivement, après, pour t'adapter à l'ambiance, enfin, surtout au local où tu es, après, à la façon de travailler, effectivement, il doit y avoir ça doit être de donnant. Donc, sinon, ça fonctionne pas. La personne doit s'attendre à beaucoup, s'expliquer, se faire valoir qu'elle sera capable de faire l'emploi, puis c'est un peu comme ça là, dans le sens que personne va aller la chercher chez elle pour dire viens travailler chez nous là. Non, c'est ça. C'est à toi de postuler à des offres, c'est à toi aussi de te rendre sur les forums. Et après, effectivement, pendant la procédure d'embauche, c'est aussi à toi de parler des adaptations de postes dont tu as besoin. Hein, donc connaître, de savoir que ça peut être si t'as une entreprise avec une mission handicap, en général, t'auras pas le problème. Maintenant, si t'as une entreprise où il y en a pas, où c'est vraiment il y a une référente handicap, mais qui a ce dossier-là parmi 50 autres problématiques ressources RH, à partir de là, de toute façon, là, quand il n'y a pas de mission handicap à proprement parler, là c'est l'AGFIP qui finance le matériel. Donc en général, maintenant, les personnes en ressources humaines sont plutôt au fait de ça, j'ai envie de dire. Alors, il y en a encore bien qui méconnaissent, mais je pense que on a avancé quand même un peu. Et il y en a beaucoup quand même des entreprises qui disposent de missions handicap. Oui. Les grands groupes en général, oui. D'accord. La mienne n'en dispose pas, mais voilà, là ça a été le financement GFIP là pour le coup. Parce que là, ce poste-là, tu l'as occupé combien de temps à Radio France? À Radio France, je l'ai occupé 1 an. Ok, d'accord. Là, c'était vraiment un contrat à durée déterminée, donc je savais je savais que malheureusement, je serais pas forcément embauché derrière, mais bon. Et d'accord. Après, est-ce qu'il y a eu d'autres emplois oui, parce que là, du coup, j'ai été effectivement en recherche d'emploi, on avance dans le temps. Et je me retrouve aujourd'hui. Alors, je fais absolument pas le métier qui correspond à mes études. Ce que moi je voulais déjà travailler, mettre le pied dans l'entreprise pour pourquoi pas ensuite évoluer en interne. Bon, pour l'instant ça s'avère peut-être un peu plus compliqué, mais j'ai un ami qui travaillait pour un bailleur social, un de mes meilleurs amis qui travaillait pour un bailleur social, et un jour comme ça il a quitté son poste il y a quelques années, et puis un jour comme ça je lui dis et au fait, tu crois que je pourrais pas postuler dans ce genre de poste? Enfin, oui, j'y ai pas pensé. Donc il a appelé le contact qu'il avait là-bas. Et là, à partir de là, c'est vrai que ça a été assez vite parce que j'ai envoyé toute ma candidature et 1 mois et demi après, j'étais embauché. Hein. Donc tu vois, comme quoi aujourd'hui, moralité, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup d'emplois se trouvent par le réseau. Et par hasard, est-ce que tu sais un peu là, je pose ça vraiment en l'air comme ça, là. Mais le pourcentage de personnes handicapées visuelles qui travaillent, qui réussissent. Alors là, le pourcentage de personnes handicapées visuelles qui travaillent,
C'est ça ta question? Oui. Est-ce que... J'ai jamais eu vraiment d'éclaircissement là-dessus. D'une manière ou d'une autre, par contre, ce que je peux te dire par rapport au handicap en général, donc là encore une fois j'élargis, il a été avéré que 80% des personnes qui étaient en situation de handicap n'avaient pas, ou 85% n'avaient pas le niveau bac. Ça, c'est ce que je peux te dire. D'accord. Donc c'est plus difficile d'aspirer à... Il y a certains handicaps effectivement qui sont méconnus et de fait mal compris, si tu veux. D'accord. Là, on parle beaucoup de travail, puis c'est sûr que le travail, on s'entend que c'est très important dans une vie, mais au-delà du travail, il y a forcément des temps libres. Et qu'est-ce qu'on fait quand on veut meubler ces temps libres? Et là, je vous rappelle qu'on est sur Paris. À Paris, est-ce qu'il y a beaucoup de choses à faire Beaucoup de choses à faire à Paris. Et t'as dit que le travail, c'est très important dans la vie. Moi, je vais juste apporter un petit rectificatif. Je pense que ce soit le travail, que ce soit la vie sociale, pour moi, l'un et l'autre sont tout aussi importants. C'est même... c'est bien. Bon, je vois pour comment ça change un petit peu de travail, mais en tout cas, le plus important, c'est aussi ce qu'il y a à côté. Moi, je me vois mal commencer je me vois mal commencer le travail mettons à 8h et finir à 21h ou 22h comme le font certaines personnes. Et ça, je respecte tout à fait, mais c'est pas dans ma philosophie. C'est pas nécessaire que ce soit autant. Voilà, que ce soit autant. C'est-à-dire que ce qu'il faut vraiment, c'est trouver un équilibre entre tout ce qui concerne la vie professionnelle et la vie personnelle. Alors, tu me demandais, voilà, ça c'était pour la petite parenthèse. Mais c'est important parce que effectivement, il faut avoir un petit peu de sous, il faut avoir des amis, il faut pas s'ennuyer. Alors, c'est vrai que moi à Paris, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors moi je suis aussi investi dans l'associatif, notamment dans une association qui s'appelle le Rotaract. Donc le Rotaract qui est la branche jeune du Rotary, hein. Je sais pas si tu en as entendu parler. Non. Je sais que ça existe au Canada aussi, hein, mais dans le monde entier d'ailleurs, pas qu'en France, hein. Pas que dans les pays francophones. Donc l'idée, je vais te la faire courte, hein. Le Rotaract donc est un club service. Donc tu as différents clubs dans différentes villes en France et dans le monde, et il y a donc différentes actions. La devise étant l'amitié par le service. Il y a différentes actions donc pour une certaine pour différentes catégories de personnes. T'as même des clubs Rotary, j'ai su, qui avaient financé des chiens guides d'aveugles. Notre club intervient là en ce moment surtout pour une association qui s'appelle Caméléon, qui vient en aide à des jeunes filles victimes de violences sexuelles aux Philippines, tu vois. Donc c'est très très varié. Très varié, très vaste. Et voilà, donc ça n'a pas forcément de rapport direct avec la déficience visuelle, hein. Donc ça fait effectivement partie de mes activités. Je fais aussi partie d'une autre association qui, elle, travaille sur l'insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap, quel qu'il soit. Hein, donc tout handicap confondu. Tout handicap confondu. Donc t'as des ateliers sur l'insertion professionnelle, t'as des ateliers sport, pour te faire court, t'as des ateliers sur différents types de handicaps qui sont méconnus, les handicaps invisibles ou même les handicaps psychiques, hein, qui peuvent être invisibles également, il faut le préciser. Je pratique aussi diverses activités sportives, donc notamment le Shodan, qui est une sorte de tennis de table adapté. Et j'ai eu la chance de l'essayer. Tu l'as essayé, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. À ma première journée à Toulouse, première journée. Oui, j'ai essayé. Et franchement, j'ai aimé, hein. C'est vraiment un sport que j'aime bien. C'est un sport qui demande de la concentration, mais moi franchement j'aime bien pratiquer ce sport. Oui, parce que effectivement au début c'est un peu impressionnant là, faut être un peu partout, écouter partout, puis essayer de bloquer les tirs de partout. C'est quelque chose. C'est ça. Et donc ça fait partie donc de mes activités. Je pratique aussi la randonnée.
régulièrement. Donc j'ai un club avec lequel je pratique donc la randonnée en région parisienne, et puis bon bah ça m'arrive aussi d'aller à la montagne pour faire aussi quelques randonnées. C'est ça, j'allais demander, vous avez des beaux endroits quand même pour faire de la randonnée? Il suffit de t'éloigner de 25, 30, 40 kilomètres, et puis là t'arrives dans la campagne et tu commences à arriver sur des endroits où il y a moins d'habitation, et là c'est plus intéressant pour faire de la randonnée. Parce que c'est sûr qu'à Paris, même, ça bouge beaucoup. Oui, bah dans Paris même, c'est vrai que pour faire des randonnées qui sont intéressantes, il faut s'en éloigner, à moins que tu veuilles visiter Paris. Et là, c'est différent. Hein, Mais on peut parler aussi du côté visite, parce que, bon, toi, ça fait un certain temps que tu es ici. Oui. Mais quand même, moi, ce que je remarque, puis là, je rabaisse pas le Canada ni le Québec, je viens de là. Oui. Mais vous êtes très bien desservis ici, là. Je veux dire, vous avez des choses intéressantes au niveau de l'accessibilité. C'est quand même très... c'est accueillant de venir ici, là, parce qu'on se sent quand même moins on se sent pas trop laissé à nous-mêmes, là. Je suis dans un quartier où effectivement j'ai la chance d'être bien desservi. D'ailleurs, on se trouve en direct. Je dis pour les auditeurs, on se trouve en direct chez moi, hein, là, directement. On n'a pas encore préparé l'apéro, ça viendra après. Oui, mais le chez toi dont tu parles, c'est que c'est adapté, là. C'est moi, c'est ce que je t'ai dit tantôt. En arrivant, je voyais du braille sur les murs. Je pense qu'il y avait le quartier, ça se peut-tu? Il y avait comme une réplique du quartier ou... Il y a alors oui, il y a un plan effectivement du quartier. Je l'ai très très peu de fois regardé. Moi, je me suis surtout renseigné. Après, voilà, là c'est vrai que c'est un immeuble qui est à côté d'un hôpital qui est très connu pour les maladies à basse vision, qui est l'hôpital des 15-20. On appelle l'hôpital des 15-20. Donc d'accord. là, en fait, l'hôpital des 15-20, si tu tournes un petit peu ta tête, tu le vois de la fenêtre qui se trouve sur ta droite. Ah oui, puis vous avez des belles fenêtres en plus, là, c'est lumineux. Ils les ont refait effectivement il y a pas très très longtemps. Donc voilà, mais après, bon, bah, je l'explique aussi, c'est-à-dire que moi j'ai pu accéder à effectivement ce logement-là. Maintenant, il y a effectivement d'autres, tous les non-voyants de Paris ne résident pas dans cette résidence, et on n'est pas, en tout cas, moi c'est ma philosophie, c'est-à-dire qu'il faut pas faire que de l'entre-soi. Ça, c'est important, je voulais le dire aussi. Mais je trouve ça important que tu le précises, parce que tu me disais que tu t'impliquais aussi dans un organisme qui était pas en lien. Donc, c'est bien des fois de se trouver des occupations puis des intérêts ailleurs. Est-ce que c'est plus compliqué de s'intégrer dans des organismes comme ça? C'est pas, après c'est une question de personne, j'ai envie de te dire. Faut se faire valoir un peu, comme pour l'emploi. Parfois, ouais, faut se faire, parfois, effectivement, faut surtout, et ça c'est important, faut surtout, parce que t'as aussi pas mal de personnes, on va dire valides, j'aime pas cette expression. Mais on se comprend, on se comprend, comme tu dis. J'adore votre accent, sans rire. Nous aussi, on aime votre accent. Et donc, c'est ça. Donc, j'étais en train de dire qu'effectivement, après, il y a des personnes valides qui vont plus facilement peut-être t'expliquer les choses. Il faut que toi, tu sois dans le questionnement. Déjà, toi, tu questionnes sur l'environnement dans lequel on est. Après, il faut surtout être dire que voilà, forcément, tu l'as vécu aussi, il y a des maladresses qui peuvent être commises par des personnes qui ne veulent pas forcément là je parle pas dans les transports en commun. Là je parle vraiment quand t'es par exemple quand je suis dans des soirées au Rotaract. Parfois, oui, il faut expliquer, dire, tu vois, en fait, si tu m'avais dit ça comme ça, j'aurais pu comprendre, parce que j'aurais pu comprendre peut-être plus vite ou être plus réactif, tu vois. Il faut vraiment, parce que les gens savent pas. Alors, t'as ceux qui savent pas et qui ont envie de savoir, et t'as ceux qui pensent déjà, et déjà savoir. Et là, c'est vrai que ça te demande un travail, mais c'est vrai qu'en même temps, j'ai envie de te dire, ce travail, si tu ne veux pas rester dans l'entre-soi, c'est un travail qu'il faut faire.
que je trouve important, qu'il faut, enfin, voilà, ça fait partie du. T'as certains handicaps pour lesquels t'as d'autres, pour lequel le travail ne sera pas le même. Bah, pour un handicap visuel, le travail, bah, c'est celui-ci. Nous dire de savoir expliquer. Alors oui, c'est sûr qu'après, on est des êtres humains, donc ben voilà quoi. Ça peut arriver malheureusement de s'énerver parfois, mais en fait non, faut vraiment partir notamment quand je suis dans ce milieu-là. Déjà ça m'est très très rarement arrivé, d'une part, et d'autre part voilà, il faut vraiment pas oui, alors parfois oui, bah faut montrer que tu sais faire ci, faut montrer que tu sais faire ça. Ouais, avec des fois c'est un peu chiant, mais bon, voilà, ça fait partie du boulot. Et les gens sont curieux aussi, ils posent les gens des sont questions. curieux, alors il y a des questions qui sont meilleures que d'autres, il y a les questions que je trouve, moi en tout cas les plus pertinentes, c'est savoir comment est-ce que tu travailles. Bah tiens, tu nous réponds sur Facebook, comment tu fais. Ça c'est super à expliquer ça, parce qu'au moins tu leur expliques la façon que tu as de travailler. À la limite, à ton téléphone, tu utilises un iPhone, donc aujourd'hui la technologie, on en parlait tout à l'heure, te permet quand même de faire un certain nombre de choses qui sont similaires à ce que peut faire une personne ordinaire, on va plutôt dire ça comme ça. Et là, bon, bah, ouais, quand tu montres ça, ouais, mais comment tu fais? Et surtout que, bah, quand t'as l'habitude, t'as des synthèses, toi, tu dois l'avoir aussi. Des synthèses qui parlent super vite, donc là, des fois, les gens, ils sont là. Oui, mais qu'on ajuste à notre vitesse, mais pour fais, eux, c'est trop vite. Et largement, hein. Moi, je dis, mais attends, une fois, je l'avais fait comme ça. J'avais dit, tiens, fais voir ton iPhone, je vais t'activer la synthèse, et puis bon, bah, j'avais dû pousser un petit peu le bouchon. Je dis attends, je vais te l'accélérer maintenant. Et du coup, c'est bon, c'est bon. Tu peux m'enlever ça s'il te plaît. Bah j'ai dit voilà. Mais voilà, en tout cas, comment est-ce que ça permet voilà, c'est sûr que des fois il faut s'expliquer, des fois tu te dis bon, j'aimerais voir une pause je le fais pas toute la soirée, Dieu merci, mais c'est vrai qu'effectivement quand t'as des personnes qui effectivement posent des questions, je pense que c'est bien aussi de montrer que tu es de montrer que tu es à l'écoute. Alors après il y a des questions cons, celle-là il y a tout à fait possibilité de dire bon ben ouais, bon ça c'est de faire comprendre que c'est une question bête, mais sans le dire directement. Mais nous, je sais qu'au Québec, on dit souvent, il n'y a pas de mauvaises questions, mais il y a pas on de s'entend mauvaise question, Moi, j'ai une petite anecdote comme ça, à la fin d'une soirée, c'est une gamine qui devait avoir, elle rentrait dans l'association, elle avait à peine 18 ans, donc bon, bah, quand t'as cet âge-là, t'es sûr de beaucoup de choses, et puis, elle dit, une fois, elle me dit, mais au fait, quand on est aveugle et qu'on est bourré, qu'est-ce que ça fait? Moi, j'ai pas trop su quoi répondre, et quelques minutes après, je me suis dit, en fait, j'aurais dû lui dire, bah, écoute, viens, tu sais quoi? Viens, gamine, tu sais quoi? On va le faire, mais je pense que c'est toi qui iras te coucher avant moi. J'ai failli j'ai voulu lui répondre ça, j'y ai pas pensé dans la minute ou les 2 minutes qui ont suivi, et voilà, après j'y ai pensé, je me suis dit ouais, un peu trop tard. Prendre un petit peu à la dérision. Ça n'empêche pas qu'effectivement le jour où ça se reproduit, je m'en rappellerai. Voilà. Je voulais revenir sur l'endroit où tu habites là. C'est un immeuble uniquement consacré aux non-voyants? Alors, c'est un immeuble où effectivement, si tu veux, t'as un dossier à constituer. T'as beaucoup effectivement de non-voyants, de malvoyants aussi, et tu as aussi quelques logements de fonction, parce que tu as des personnes qui peuvent être de garde à l'hôpital, donc ils doivent s'y rendre au plus vite si besoin. Donc tu as effectivement quelques personnes qui ont des logements de fonction ici. D'accord. Et est-ce qu'il existe plusieurs immeubles comme ça ici, ou c'est le seul? Là, t'as un immeuble ici, et puis t'en as un autre qui lui par contre est destiné au personnel. T'as des personnels qui ont des logements de fonction ici. D'accord. Donc ça c'est un immeuble qui est un petit peu plus loin. Je sais pas si d'ailleurs on le voit d'ici, non, parce que je crois qu'il est de l'autre côté de l'hôpital, il me semble. D'accord. Je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois. OK. Mais vraiment pour les personnes non voyantes, c'est celui-ci.
D'accord. Et là, je voudrais qu'on parle de Johan un peu parce que c'est Johan qui a fait tout le lien de... Oui, oui, je sais bien. Oui. Je l'ai connu au Québec. Au C'est Québec, ce qui est drôle. Oui. Et là, il me disait, tu viendras à Toulouse, hein, puis en France. Puis j'ai tenu parole. J'y suis allé. Et là, c'est lui qui a orchestré les deux entrevues que vous allez avoir cette semaine et la semaine prochaine. Et comment vous vous êtes connus, Johan et toi? Alors, quel genre d'amitié vous avez? on se connaît depuis très longtemps. C'est un vrai ami. Il a toujours, il a toujours été là. C'est quelqu'un que j'ai connu. Alors moi, je l'ai plus connu à Paris en fait, parce qu'en fait, on a fait un peu les mêmes écoles. Je pense que d'ailleurs, il y a un certain nombre de choses que j'ai dû te dire aussi bien là que qu'au début de l'entretien, qui ont dû se recouper, puisque lui, effectivement, on était dans la même école à Lille, mais on n'était pas du tout dans la même classe. On se connaît. Puis bon, c'est vrai quand il a 3 ans de plus que moi, donc effectivement, 3 ans quand t'es gamin, c'est 3 ans d'écart, c'est quand même beaucoup. Et c'est vrai que moi je savais qu'il existait à Lille. Je savais aussi après qu'il était parti à Paris. Et moi j'ai vraiment fait je l'ai vraiment fait sa connaissance à partir du moment où je suis arrivé à Paris, donc au début des années 2000. Et bon, vous êtes connus, vous êtes et ça a toujours duré. Ah c'est un ami de longue date, c'est un de mes plus vieux amis. Ah oui, ça c'est certain. Voilà, ça fait une vingtaine d'années qu'on se connaît maintenant. Oui, on fonctionne tout à fait différemment, mais Dieu sait qu'on est amis, ça c'est certain. Et vous côtoyez souvent parce que Johan vient de temps en temps à quand Paris. Il vient à Paris, en général, il vient ici. Oui. Et il sait que je lui ai déjà. Il fait partie de ceux à qui je peux prêter les clés de mon appart pendant que je suis pas là, et c'est déjà arrivé certaines fois. Je sais que tout va bien se passer, donc il y aura pas de problème. Et toi, tu vas à Toulouse aussi des fois? Oui. Alors moi, c'est vrai que je vais à Toulouse aussi. Oui. J'y vais d'ailleurs dans pas très très longtemps. Et tu y vas en train, en avion? Oh non, moi j'y vais en covoiturage. En covoiturage, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas BlaBlaCar, donc qui est un système de covoiturage, je sais pas si vous l'avez au Canada. D'après moi, ça ressemble peut-être à Amigo Express. Alors je sais pas, c'est au Canada, ça? Ouais, c'est au Canada, c'est du covoiturage. D'accord. Oui. Donc moi je fais beaucoup de covoiturage, je prends le train de temps en temps, mais c'est vrai que je suis quand même amené pas mal à bouger avec que je te parlais du Rotaract tout à l'heure notamment, et puis avec des amis, et du coup j'ai fait connaissance avec des amis qui habitent un petit peu partout en France, donc ça m'arrive effectivement de me déplacer quand même régulièrement. Donc mais oui, que ce soit à Toulouse ou ailleurs, je peux y aller en covoiturage, je peux y aller il y a des autocars maintenant qui permettent de relier des longues distances, donc moi ça me fait absolument pas peur d'aller chercher un bus à 11h du soir et de faire 7 ou 800 kilomètres de nuit, par exemple. Ça me fait absolument pas peur, ça. Et avec le covoiturage, ça se passe bien aussi? Oui. Franchement, j'ai fait de superbes rencontres dans les BlaBlaCar que j'ai pu faire. Hein. J'ai vraiment croisé tout type de personnes et mon handicap n'a jamais posé problème, pour le coup. C'est super. Donc, ça peut être un bon moyen de voyager à moindre coût. Ah oui. Des fois aussi avec moins d'arrêts, j'imagine, parce que c'est les conducteurs qui décident des arrêts qui vont. Voilà, c'est ça. Faire, ça dépend de la distance que tu fais, ça dépend du temps qui t'est imparti. Si là, par exemple, c'était le cas, j'étais à Lille il y a une dizaine de jours, une quinzaine de jours maintenant. Oui, j'y étais sur la journée. Là, j'y suis allé en train. C'est 1 heure de train. J'aurais pu le faire en BlaBlaCar aussi, mais c'est vrai qu'effectivement, là, je l'ai fait en train. Mais là, pour le prochain week-end que je me fais, c'est un week-end d'association, un week-end Rotaract. Décidément, je pars en covoiturage. Mais le covoiturage, tu le trouves 2-3 jours avant. Donc voilà, il faut savoir être flexible aussi, ça m'est déjà arrivé d'avoir un covoiturage annulé 2-3 heures avant le départ. Oui, ça c'est j'en ai retrouvé un, et c'est vrai que parfois tu te dis bon, j'aimerais
j'aimerais être vite débarrassé de ça, d'avoir trouvé le trajet pour pouvoir, pour pouvoir focuser sur autre chose. Voilà. Bon, après, tu vois, il y avait pas mort d'homme non plus. Et si en plus ça permet de faire des belles rencontres. Ah oui, moi ça a vraiment très très souvent été le cas dans les covoiturages que j'ai pu faire. Ça fait 7 ou 8 ans que j'utilise ce système. J'ai dû faire, je pense bien 200, mais je dois avoir passé la barre des 200 covoiturages maintenant. Oh là là, ok, oui. quand même là. Et quand même là, oui. Hey, c'est beaucoup. C'est beaucoup, effectivement. Ça fait un paquet de monde. Ça me gêne pas de faire un Paris-Nice en covoiturage, je l'ai déjà fait. Non, c'est vrai, faire 900 km. J'ai déjà fait même 2-3 fois d'ailleurs. Et là, mais faut quand même tomber sur des personnes agréables. Alors, si tu veux, ce qui se passe, c'est que sur ce genre de site, les conducteurs sont notés, et donc t'as des avis. Donc effectivement, tu peux aller regarder si tu vois que la note est de 4,8 sur 5. Bon, bah là, c'est pas la peine d'aller voir plus loin. Tu réserves le trajet, tout en tenant compte de la capacité qu'il a à emmener des bagages. Ça aussi. Oui, ça c'est des détails importants. Ça fait pas. Bah oui, mais c'est qui sûr. peuvent influer sur le choix. Sur le choix du conducteur ou de la conductrice que tu vas choisir. Absolument. Tout à fait. Ouais. Mais une chose est certaine, c'est que grâce à Yoann, on s'est rencontrés aujourd'hui. On a fait l'entrevue. Moi, j'ai trouvé ça super agréable, super instructif aussi. Et je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps et de m'accueillir chez toi et de me faire certaines révélations, puis certains éclaircissements aussi pour les gens en général, je pense, pour la population des non-voyants en général. Et je pense bien sûr à ma patrie québécoise, qui eux aussi vont en apprendre. Que je salue d'ailleurs. Salut le Québec, si vous nous écoutez. Merci beaucoup. Merci à toi. Vous venez d'écouter Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Présentateur, Stéphane Pilon en collaboration avec Papillon Sonic. Voix du générique, Joel Pucci. Notre site web est toujours disponible au www.martinchouinard.com. Notre adresse courriel est connaissez-vous2017@gmail.com sans tiret. Nous attendons vos commentaires et suggestions. Un immense merci à la compagnie Point par Point Incorporée, l'Association des aveugles de la Rive-Sud, AARS, ainsi qu'au Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain, RAAMM, de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos émissions. À notre prochaine émission, nous poursuivons notre voyage en France avec une personne habitant en Europe qui s'intéresse au sport, même ceux se joignent au Canada, Jérémy Rivière, à notre rendez-vous du 18 octobre.